Bienvenue aux webinaires nationaux en prévention du suicide 2020, une série de webinaires gratuits présentés par l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide et le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'Université du Québec à Montréal. À l'origine, devrait avoir lieu à ces dates le Congrès national en prévention du suicide, Ensemble pour la vie, à l'Université du Québec à Montréal. En raison de la COVID-19, cet événement a été remis au 27, 28 et 29 octobre 2021, toujours à Montréal, avec des activités pré-congrès le 26 octobre 2021. Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez les sites de l'AQPS, de l'Association canadienne pour la prévention du suicide et du CRIS pour plus d'informations à propos de cet événement d'envergure nationale. Je suis Brian Michara, le directeur du CRIS et président des comités organisateurs et scientifiques du Congrès national en prévention du suicide 2021. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Michel Toussignon. Il va présenter durant une quarantaine de minutes et répondront ensuite à vos questions pendant environ 20 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les posez avec le Q&A, pas le chat, mais le Q&A, questions en bas de la page. Si vous bougez la souris, il y a un onglet qui dit Q&A qui va apparaître. Le présentateur ne verra pas vos questions directement pour lui permettre de se concentrer sur sa présentation. Par contre, je lirai toutes les questions qui seront posées et à la fin, je choisirai quelques questions que je poserai au présentateur pour qu'il puisse y répondre. La durée totale de la présentation, la période de questions est d'1 heure et nous finirons au plus tard 5 minutes après la fin de l'heure prévue. Toutes les présentations sont enregistrées. Elles seront accessibles sans frais pour visionnement en différé quelques semaines après l'événement sur les sites de l'Association québécoise de prévention du suicide, de l'Association canadienne pour la prévention du suicide et du CRIS, le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'UQAM. On ne donne pas des certificats de présence à cet événement. On n'est pas capable de vérifier qui assiste ou non. Je vous invite maintenant, j'invite au présentateur Michel Toussignon de débuter le webinaire. OK, on fait ça. Série de suicides. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis donc Michel Toussignon et je voudrais vous entretenir ce matin sur un phénomène que j'ai étudié depuis près de 20 ans. C'est celui des séries de suicides, généralement dans des petites localités. Et une des questions qui m'a intéressé dans ces séries de suicides, c'est ce qu'on appelle le phénomène de contagion interpersonnelle. Est-ce que ça existe ou non? Et si oui, de quelle façon?
Et il y a toute la question aussi qui s'est posée au fur et à mesure que l'on menait cette recherche, c'est celle du climat social et surtout de la démoralisation collective qui accompagnait des séries de suicides. Voilà. Alors, c'est en gros le cadre dans lequel je vais naviguer au cours de la prochaine heure. Et j'essaie de changer. Il faut cliquer sur l'écran une fois, puis ensuite tu vas pouvoir changer. Pardon? Cliquer sur l'écran une fois. Sur l'écran. Ah. Okay. Juste un instant, on a un petit problème pour. Et là, tu devrais pouvoir changer. Ah oui, d'accord, oui. Merde. OK. Alors, voilà, je m'excuse, on a besoin un peu de développer nos habiletés pour faire les changements de diapositives. Voilà. Alors, c'est quoi des séries de suicides? C'est dans le sens où je voudrais vous le présenter parce qu'il y a plusieurs définitions. En anglais, ça correspond à clusters, mais clusters a un sens, à mon avis, beaucoup plus large que celui de série de suicides. Donc, pour moi, une série de suicides, ce sont des gens qui sont interreliés, interconnectés, soit par des relations d'amitié, de parenté, de lieu de travail. Et voilà, donc il y a des relations entre les séries. Il ne s'agit pas simplement d'une agglomération de suicides de gens qui se connaissent très peu dans la vie. C'est un phénomène qui est généralement assez rare. On dit qu'il y a peut-être 1 à 5 des suicides qui sont reliés, qui font partie de séries. Maintenant, il n'y a jamais eu de preuves convaincantes. C'est peut-être exact, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Donc, c'est très difficile à valider le nombre exact. C'est un phénomène qui est rare, sauf chez les Premières Nations. Enfin, on en a plus chez les Premières Nations, mais même là, à l'intérieur des Premières Nations, là où on trouve des séries, peut être plusieurs années qu'on soit en absence de séries, même s'il y a beaucoup de suicides. Alors, pourquoi s'intéresser au suicide? Ben, ma formation est d'abord en psychologie clinique, mais j'ai poursuivi surtout dans une analyse ethnologique des faits autour de la santé mentale. Et voilà, donc ce qui m'intéressait, même si c'est un phénomène rare, ce qui m'intéressait dans les séries de suicides, c'est de voir, d'analyser la part que la communauté pouvait jouer sur les individus. Donc, c'est un angle privilégié et qui a déterminé cette étude-là. Voilà. Les questions, donc, il y aura 2 questions que je vais poser au centre de ce webinaire. La première, évidemment, c'est question de base. Est-ce qu'il y a des influences interpersonnelles entre les suicides dans les séries? Et de quelle nature surtout? Est-ce que c'est des suicides avec un effet direct les uns sur les autres, ou si les relations sont relativement éloignées? Donc, c'est une grande question qui n'a jamais été vraiment répondue dans les recherches précédentes. Et la grande question que j'emmène, quelle est l'influence du climat de la communauté sur les séries de suicides? C'est peut-être une question qui est moins présente dans les recherches qui sont plus de nature psychologique et interpersonnelle. Voilà. En ce qui concerne la méthodologie, alors comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on identifie des séries? C'est pas quelque chose qui est très facile parce que parfois il y a des rapports qui sont faits dans des journaux, dans des articles de journaux, et puis donc on devient sensibilisé à ce que dans tel village il se passe quelque chose, et puis on essaie d'entrer en contact avec les gens. Mais l'approche qu'on a fait, c'est de développer un réseau d'informateurs
à travers l'Association québécoise de prévention du suicide, la trentaine de centres et plus qu'il y avait à l'époque, les centres de prévention du suicide à travers le Québec. Donc, on rencontrait ces gens-là dans des congrès, on les rencontrait aussi à l'occasion dans les rencontres mensuelles du CRISE, où il y avait souvent des gens qui venaient de toutes sortes de régions. Et puis, les gens à l'AQPS étaient en relation aussi avec, évidemment, tous les centres de prévention du suicide. Alors, de temps en temps, on discutait de ces choses-là. Et puis, on arrivait à identifier qu'à tel endroit, oui, il semblait y avoir un phénomène qui ressemblait à ce qu'on voulait étudier. La deuxième façon, c'est qu'il y a des psychologues qui étaient intervenantes. On en a rencontré trois psychologues qui étaient intervenantes dans des séries de suicides et donc qui nous ont rencontrés pour nous décrire ce qu'elles avaient vécu lors de leurs interventions. C'est plus facile de parler évidemment des psychologues quand des gens sont décédés parce que les questions éthiques ne sont pas les mêmes que quand il y a des tentatives de suicide. Alors ça facilite le recueil des informations, de travailler sur des séries de suicides. Voilà. Comment on a approché les communautés? C'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a une certaine stigmatisation qui frappe les communautés. Ils se méfient des médias, ils ne veulent pas avoir trop de publicité, vous comprenez, ce n'est pas quelque chose dont on veut se vanter sur la place publique. Alors, la façon dont on a fait, dès qu'on avait identifié un cas, il fallait le valider pour voir s'il s'agissait vraiment d'une série, parce que parfois, c'était des suicides qui arrivaient dans une région, dans divers villages, mais sans véritablement connexion entre les suicides. Alors, on voulait que ça soit vraiment des séries de suicides avec des influences interpersonnelles. Donc, on a entré en contact avec les centres de prévention du suicide locaux, les gens de la santé publique. Dans certains cas, ça a été assez facile. Dans l'autre cas, souvent les gens ne répondaient pas, ils ne voulaient pas prendre la responsabilité de recevoir des chercheurs et on était un petit peu découragés. Et ce qu'on a fait dans une couple de cas, c'est qu'on envoie 2 chercheurs sur place. Et puis, ils se présentent et ils disent, voilà ce qu'on cherche, on voudrait travailler sur ces choses-là. Et les gens sont bien reçus, généralement. Et puis, le lendemain matin, ils ont déjà plein de rendez-vous dans leur agenda et ça va ainsi pour toute la semaine. Alors, ça a relativement bien été dès qu'on a un pied dans la communauté. Dès que les gens nous voient nos chercheurs, ils prennent confiance, alors que si on les atteint par téléphone, ils se méfient, ils remettent les rendez-vous et tout ça. Donc, le contact direct est très, très important, que ce soit dans les petites localités québécoises que nous avons visitées ou dans les villages des Premières Nations. Voilà. Alors, les approches au niveau méthodologique, évidemment, on a pris ce que j'appelle une approche un petit peu plus épidémiologique et qu'on a tenté autant que possible d'identifier les cas dans les dossiers du coroner et dans les enquêtes de police qui sont associées avec les dossiers du coroner. Donc, le coroner fait souvent une description qui est assez synthétique de la situation. Il veut argumenter qu'il s'agit bien d'un suicide et non pas d'un homicide, tandis que les enquêtes de police vont interviewer les proches. Souvent, ils vont reprendre les mêmes enquêtes, donc on voit s'il y a une certaine cohérence entre les témoignages des diverses personnes qui sont interrogées par la police. Donc, et ces gens-là sont vraiment très bien, 10 minutes, sont très bien formés à faire des enquêtes. Voilà, donc c'est un matériel qui est très riche, c'est des choses qui sont faites très sérieusement. On a aussi, évidemment, c'est l'approche spécifique de notre recherche. J'appelle ça une approche ethnologique.
On a eu des anthropologues, on a eu des sociologues et on a eu des psychologues. On a même eu un journaliste qui a contribué à cette étude-là. Donc, c'est des gens, c'est vraiment une approche multidisciplinaire avec des gens formés dans diverses disciplines. Donc, c'est intéressant de voir aussi le point de vue de chacun. Alors, sur place, on a tenté, bien sûr, de rejoindre les gens de la santé publique et les intervenants en santé mentale. On a été généralement très bien accueillis par les gens. Une fois qu'on était sur place, une fois qu'on s'était présenté, qu'on avait bien expliqué les objectifs, donc les gens étaient contents même de pouvoir partager avec des gens de l'extérieur leur vision des séries de suicides qui se déroulaient dans leur localité. On a aussi choisi d'interviewer les leaders de la communauté pour qu'ils puissent nous donner leur opinion sur ce qui se passait dans leur petite ville ou localité. Donc, on a eu le maire était une personne privilégiée. Souvent, il s'était impliqué en organisant un rassemblement public de la population. Donc, il était généralement très au fait et il suivait très près ce dossier-là. Et il y avait une vision aussi plus sociologique, je dirais, que les psychologues. Ils pouvaient nous parler de l'économie locale, de la démographie et tous ces facteurs-là, dont je reviendrai un peu plus tard. Le curé, le curé est encore présent dans la plupart des localités. C'est lui qui fait les enterrements, c'est lui qui parle avec les familles. Et parfois même, presque la plupart des gens, même dans les leaders de la communauté, étaient impliqués dans un des suicides. Ils avaient un proche qui s'était suicidé. Donc, presque tout le monde a été atteint personnellement par un des suicides de la série. Finalement, parmi les leaders, c'est les directions d'école. C'est très important, surtout s'il y a eu un suicide à l'intérieur de l'école, soit un membre du personnel, c'est arrivé à l'occasion rarement, mais aussi un des élèves. Et c'est même arrivé dans des écoles primaires. Alors, vous pouvez imaginer le choc que ça peut causer dans une communauté quand il y a un enfant qui a à peine 11 ans qui s'enlève la vie. Ça a des répercussions sur les parents. Donc, on voit tout l'impact que ça a eu sur les parents. Enfin, j'aimerais pouvoir m'étendre beaucoup plus sur cette question-là, mais je n'aurai pas le temps. Mais c'est très, très compliqué pour les gens qui sont à la direction de l'école. Ensuite, il y a les familles et les amis endeuillés par suicide. Alors ça, c'est important, évidemment. Les familles ont connu la personne qui s'est enlevée la vie. Ils peuvent nous donner beaucoup de détails, surtout sur les événements de vie qui ont été vécus par la personne qui s'est enlevée la vie. Et les amis aussi sont extrêmement importants, surtout quand on a des gens qui font partie de groupes, de sous-groupes, ce qu'on appelle souvent des gangs locales. Alors, de pouvoir avoir cette fenêtre privilégiée d'un ami qui souvent était sur place peu après le suicide, qui avait parlé avec la personne quelques heures ou même parfois quelques minutes avant qu'il s'enlève la vie. Ça fait une documentation très riche de suicide. Finalement, il y a des résidents. C'est sûr que quand nos agents de recherche vont au restaurant manger, on s'approche d'eux autres pour savoir ce qu'ils font dans le village. Et puis, ils reçoivent comme ça d'autres informations au hasard. Ça peut être des employés de banque qui sont fréquentés par des gens qui se sont suicidés. Et finalement, on a plus récemment regardé les archives de journaux, voir ce qui s'était écrit.
Et là-dessus, on a relevé, à partir des archives de la Bibliothèque nationale du Québec, des articles fort intéressants dans un village des Premières Nations, par exemple. Il y avait Brian Miles, qui est maintenant directeur du Devoir, qui était jeune journaliste à l'époque et qui a fait tout un article sur l'abus sexuel des jeunes autochtones par un prêtre qui était curé du village. Donc, on a eu une très belle description de ce phénomène-là dans le village et quelque chose qui enrichit notre analyse des séries de suicides. Voilà. Alors, on va regarder maintenant vous voyez ici, tout le Québec. Enfin, les sites qu'on a regardés, beaucoup étaient, il y en avait en Gaspésie, ici près du fleuve Saint-Laurent, il y en avait sur l'autre rive du Saint-Laurent, on en a eu un dans l'Estrie, juste à la frontière du New Hampshire, on en a eu dans 2 localités autour de Montréal, à moins de 3/4 d'heure, Rigaud, Beauharnois. On en a eu aussi en Abitibi, 2 à Mont-Laurier. On en a eu aussi dans 4 communautés autochtones du Québec. Et on a eu l'avantage aussi, la perspective d'avoir fait une étude sur 5 ans dans l'un de ces communautés autochtones, donc qui nous a donné tout le développement de la vie communautaire sur une période de 3-4 ans avant que se produise la série de suicides. Voilà, donc nous avons eu, et ça c'est un travail monstre, ce n'est pas un travail qu'on peut faire à temps complet, on le fait à temps partiel parce qu'on attend qu'il se produise des séries pour pouvoir aller sur place. Mais au total, on a eu ici 13 séries, 9 qui se sont produites dans des villages québécois non autochtones et 4 qui se sont produits dans des réserves ou des villages des Premières Nations. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à toute cette question de l'épidémie de contagion, qui est évidemment au centre de cette présentation. Qu'est-ce qu'une épidémie? Selon de Larousse, c'est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse dans une population. Alors, donc, on est tous d'accord, je pense, que le suicide, selon cette définition-là, n'est pas contagieux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'attrape. C'est un peu comme l'obésité, ça ne s'attrape pas, ça peut être très fréquent. Mais l'épidémiologie et le terme épidémique s'applique aussi quand il y a la hausse rapide d'une incidence d'un état de santé dans une population comme l'obésité, mais on ne peut pas prouver, évidemment, qu'il y a un phénomène de contagion. Le phénomène de contagion se définit comme l'infection d'une personne par une autre. Alors, est-ce qu'on peut être infecté par le suicide? Ça serait très difficile de le définir opérationnellement. Enfin, on a tenté d'arriver à une définition parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la littérature. Voilà. Aussi, l'usage en anglais de la contagion s'est étendu au fil des années, de telle sorte qu'on peut parler de, par exemple, la contagion d'un état de démoralisation, donc plus dans un sens métaphorique que dans le sens qui provient de la santé publique. Une excellente revue qui a été faite, et je m'y attache parce que c'est vraiment une revue qui a décortiqué toutes les études qui ont été faites au moment de sa publication en 2014. C'est intéressant parce que cette revue-là a été faite par 2 personnes d'origine asiatique, chinoise en l'occurrence. Il y en avait un qui était de Hong Kong, si je me rappelle bien, l'autre qui était de Chine. Donc, c'est des gens qui avaient vécu, comme nous présentement, on vit une pandémie, mais ces gens ont vécu au cours de leur carrière, ont vécu au cours de la carrière
2 ou 3 épidémies, donc ils sont beaucoup plus conscients de ce que représente le terme de contagion en santé publique et ils ont établi une définition beaucoup plus restreinte de ce qu'est une contagion parce qu'ils avaient vu ce que c'était. Dans le rapport, il y a quand même pas mal d'études qui ont parlé de contagion. J'ai été surpris. 69 études utilisent le terme contagion comme équivalent au phénomène de clusters. C'est quoi un cluster? C'est que c'est souvent des analyses statistiques. On voit des regroupements de suicides dans une localité. Ça peut être un quartier. Des fois, ça peut être un county américain. Et là, ça peut être des centaines de milliers, sinon des millions de résidents. Donc, c'est des phénomènes assez abstraits. Ce serait difficile, à mon avis, de conclure que parce qu'il y a des gens qui sont rassemblés, par exemple, si dans une ville, vous avez dans un quartier 3 personnes qui sont suicidées dans un mois et qui vivent à moins de 3 kilomètres de distance, ça paraît impressionnant, mais dans une ville, c'est rare d'un fois qu'on est informé quand il y a un suicide qui arrive sur sa propre rue, encore moins quand quelqu'un se suicide à 3 kilomètres de distance. Donc, il y a peu de chances. Il faut aller voir sur place si ces gens-là ont été en communication. Et c'est ça qui est très rarement fait dans des études de cluster ou des études de série. Il y a 33 études revues par Chang et Lee qui ne fournissent aucune définition de ce que c'est qu'une série ou un cluster, de ce que c'est la contagion. Et il y a quand même 233 études qui réfèrent à la contagion comme reliées à divers mécanismes sous-jacents, ce n'est pas toujours les mêmes, surtout en se basant sur le concept d'imitation. Voilà. Il y a une des définitions qui a eu beaucoup d'importance parce qu'elle a été utilisée plus tard par Phillips pour étudier le phénomène de la diffusion du suicide suite au décès par suicide d'une personne avec une réputation très élevée, comme par exemple un chanteur de rock. Alors, dans la définition de Wheeler, c'est beaucoup basé sur l'imitation. Selon lui, la contagion se produit seulement dans des circonstances strictement définies. En l'occurrence, une personne qui a des tendances, par exemple, à se suicider, mais qui, en est empêchée par des contraintes intérieures, mais quand il voit que quelqu'un d'autre le fait, surtout s'il est connu, eh bien, ça va faire disparaître ses contraintes intérieures et lui peut le suivre sur ce chemin-là. Mais généralement, lui-même a déjà un état de vulnérabilité. Donc, il y a 2 éléments là-dedans, qui est celle d'une imitation, mais un autre élément qui est important et sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est celle de la légitimation de l'acte, comme si on avait la permission quand il y a une autre personne connue qui s'est suicidée et que ça n'a pas fait trop de remous dans l'environnement. Même parfois, il y aurait pu y avoir une héroïsation de la personne qui s'est suicidée. Voilà. Alors, on va passer plus à nos données de façon opérationnelle. Voilà comment je formulerai la question. Est-ce qu'un suicide peut en provoquer un autre? Alors, j'ai 2 critères. Le premier, il est utilisé par beaucoup d'auteurs. C'est une proximité dans le temps, soit de moins de 3 mois, sauf exception. Donc, ça peut arriver que, par exemple, dans un cas, on a eu un cas où il y avait 4 mois, mais il y avait de bonnes raisons de croire que la personne avait été directement influencée par un premier suicide. L'autre chose, c'est que le premier suicide a été le principal événement qui a influencé le suicide du deuxième ou d'un troisième, en l'occurrence, donc, et qui n'est pas survenu dans la vie du deuxième suicide, un événement grave. Je donne un exemple.
il y a 2 personnes dans une petite ville qui se suicident à un mois d'intervalle, donc un temps très rapproché. Le premier est très proche du deuxième. Ce sont des amis personnels. Donc, on est porté à croire que le deuxième suicide a été causé par le premier. Alors, quand on interviewe l'entourage, ils vont dire non. Le deuxième n'a pas été causé par le premier. Le deuxième avait ses propres problèmes. Même qu'au moment où sont produits les 2 suicides, les 2 personnes avaient tellement de problèmes qu'ils sont éloignés l'un de l'autre parce qu'ils étaient trop portés à penser à leurs propres problèmes. Il y en a un qui a été hospitalisé de façon répétée. Voilà. Donc, il n'y a pas eu nécessairement un suicide qui en a provoqué un autre. Bien sûr, ça peut élever la vulnérabilité, mais ce n'est pas la même chose que de provoquer un autre suicide. Voilà. Alors, on va voir 3 séries parmi les 13 cas qu'on a étudiés dans le cadre de cette présentation. Et ici, c'est un cas assez particulier qui est arrivé dans une localité du Bas-Saint-Laurent. C'est une photo qui a été prise par une des personnes qui faisait partie, disons, de la gang originelle, de laquelle sont survenus beaucoup de suicides par la suite. Donc, c'est une photo qui a publié et qui a... c'est l'équipe de Pee-wee local. À l'époque, les gens de niveau Pee-wee avaient environ 12 à 13 ans. De cette photo, il y a 3 des jeunes qui se sont suicidés 25 ans après. Donc, comme vous voyez, c'est une longue série qui s'est développée sur des décades, mais qui a englobé au total 9 des jeunes qui participaient à cette cohorte qui avait vécu ensemble dans les années 70. Alors, nous voyons ici ces cas. Il y a 10 cas. Il y a un 10e personne que j'ai ramené à cette série-là parce que c'était quelqu'un qui était travailleur de rue, donc qui a travaillé 5 ans avec tous les jeunes et les moins jeunes qui avaient des problèmes. Donc, il avait rencontré la plupart de ces gens-là et s'est suicidé tout de suite après être retourné à Montréal. Alors, donc, vous avez les gens par ordre temporel, C1, C2, C3. Vous avez dans la 2e colonne le nombre de mois qui précèdent le suicide précédent. Évidemment, dans le cas 1, c'est le cas 0, c'est ce qu'on appelle en anglais l'index case. Alors, c'est le cas original, donc lui, il n'y a pas de précédent. Vous avez le lien de la relation dans la 3e colonne, c'est un ami. Généralement, quand on dit ami, c'est un ami intime, c'est des gens qui ont vraiment qui ont eu beaucoup de liens dans la période récente. Parfois, c'est plus large. Il y a des gens comme le C4, il a été membre d'un groupe. Et voilà, mais vous voyez qu'il y a tous, par exemple, C2 a été comme une personne pivot parce qu'il y a plusieurs des gens qui étaient reliés à lui, mais vous voyez aussi que l'écart de mois avec les suicides est quand même assez grand. On n'a pas l'impression d'une véritable épidémie où les gens se suicident les uns après les autres. Il y a un intervalle, par exemple, d'environ 12 mois entre C3 et C2, le suicide précédent. C'est quand même assez important aussi pour les autres. C'est 6 mois, 9 mois, 5 mois. Donc, dans ce cas ici, en tous les cas, c'est rare qu'il y ait une période de 3 mois ou moins. On a regardé aussi dans la dernière colonne s'il y a eu une influence directe ou non. Et dans aucun des cas, on a trouvé une influence directe au sens où nous l'avons définie. Voilà. On est à 30 minutes. Oui. Très bien. Dans un 2e cas, qui est aussi dans une municipalité du Québec, c'est la même chose. Nous avons 5 cas. Je vais aller un peu plus rapidement.
ici, parce qu'on répète un peu ce qu'on a observé dans le cas précédent. Donc, quand même beaucoup, 9 mois, 16 mois, 5 mois. Donc, il y a beaucoup de différences temporelles entre les différents cas. On a aussi une deuxième série. Parfois, on a des mini-séries, ce qu'en anglais, on appelle des eco-suicides, des eco-series. Donc, B1 et B2, là, on a une influence directe. Même si c'est arrivé 4 mois. Donc, c'est un jeune de 11 ans qui était très proche de son cousin de 17 ans, qui était son babysitter, son gardien. Et le premier s'est donné la mort et le deuxième a suivi. Donc, ça, c'est une des séries. Évidemment, dans toutes ces séries-là, il peut aussi se produire des suicides qui sont non reliés aux suicides présents, qui ont des liens entre eux. Donc, si on les mettait tous, ça amplifierait aussi le nombre de deuils, de pertes que les gens vivent dans les communautés. C'est le cimetière où viennent d'être enterrées 3 jeunes filles qui font partie d'une série et qui sont suicidées à très peu de temps d'intervalle. Donc, vous voyez, ça a donné lieu à beaucoup de démonstrations émotives. C'est un cas assez complexe. Et ici, on n'a pas de cas index parce qu'on en a 2, parce que les gens, d'après les policiers enquêteurs, sont morts la même journée. Donc, vous avez Julie et son amie qui vit dans la même maison, qui est Allison, est retrouvée pendue 2 jours après. Mais les policiers ont décidé que ça faisait déjà 2 jours qu'elle était morte. Vous avez une 3e personne, Annie, qui meurt à 3 jours d'intervalle dans un autre village qui est à 300-400 km de distance, mais ces 3 personnes-là avaient été très en contact. Apparemment, il y avait eu un cas de séduction, d'abus sexuel de la part du même homme. Elle ne le savait pas. Il y en avait 2 qui étaient tombées enceintes. Et quand elles l'ont su, c'est après qu'elles se sont... ils ont probablement pris une décision collective. On n'a aucune preuve qu'il y a eu un pacte de suicide. Ils n'ont laissé aucune trace, mais on pourrait en déduire qu'il y a possiblement eu un pacte de suicide entre ces 3 jeunes-là. On a aussi 2 cas par la suite, le A4 et le A6, où il y a véritablement un suicide qui en a provoqué un autre. Ce sont 2 personnes qui ont découvert le corps d'une personne précédente qui s'est suicidée. Alors, c'est souvent un des cas qui arrive. Reste combien de temps? 5 minutes? Oui. Oui, OK. Je vais amplifier. Donc, au total, nous avons, je passe rapidement parce que je ne veux pas rater ma conclusion, il y a 26% des gens dans les populations québécoises où il y a eu vraiment un effet direct d'un suicide sur un autre. Dans des milieux des Premières Nations, ça monte à 54% et la moyenne des 2, ça fait 36%. Alors, nous allons voir maintenant des cas plus... je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est marqué, c'est encore le même photographe qui a pris la photo des joueurs de hockey. Donc, il a pris une photo, apparaissait le signe cul-de-sac pour symboliser ce qui se passait dans son village d'origine. Lui, maintenant, avait déménagé à Montréal, mais il a fait toute une série de photos en rapport avec la série de suicides qui s'était produite dans son village d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Des clés démographiques dans beaucoup des villages, sauf les Premières Nations, bien sûr. Et ça, on a pu l'attester avec des chiffres. Souvent aussi, transformation d'un secteur de production traditionnel. Alors, contrairement aux États-Unis, où
quand des séries similaires se sont présentées, c'était surtout parce qu'il y avait des usines qui fermaient. Hein. On se rappelle de la Rust Belt, de la ceinture d'acier. D'acier rouillé. Donc, dans un cas, c'était les pêcheries, dans un autre cas, c'était la foresterie. Alors, pourquoi? La foresterie, il y a encore des emplois, mais il y a une difficulté d'employabilité pour les personnes sans éducation technique supérieure, parce que c'est des grosses machines à manipuler, ça demande quand même beaucoup de formation, parfois de connaître un peu l'informatique c'est plus le bûcheron qui part avec sa hache le matin. Donc, ces gens-là ont été un peu déqualifiés au cours de leur carrière et se retrouvent sans emploi au milieu de leur vie. Des situations aussi où, surtout quand il y a eu peu de loisirs pour les jeunes, donc souvent le seul endroit que les jeunes peuvent se rencontrer, c'est dans le bar local. Surtout en hiver, c'est la seule chose qui est ouverte. Et les familles donnent la permission parce qu'ils ne veulent pas que leur adolescent ou leur adolescente vienne fou dans la maison. On le voit ici avec les pandémies. Fait qu'ils leur donnent la permission d'aller socialiser dans les bars et c'est là qu'on voit apparaître une autre tolérance aux drogues et à l'alcool. Parfois, dans les écoles, ce sont des professeurs eux-mêmes qui consomment. On a eu un cas où un des suicides, c'était le gardien de l'école qui distribuait de la drogue à l'école aux enfants. Et probablement que c'était connu de l'ensemble des gens. Et voilà. Et puis aussi, il y a la stigmatisation, soit du village. Ça peut précéder la série de suicides ou être amplifié pendant la série de suicides. C'est le village où on suicide, c'est un endroit. Donc, il y a eu des exemples comme ça de stigmatisation. Ça peut être le sous-groupe qui se suicide. Voilà. Donc, ça, c'est pour les facteurs vraiment macro-sociologiques. Maintenant, quand on regarde l'expérience de démoralisation générale au sein de la communauté, on a relevé plusieurs choses comme ça. Il y avait des problèmes, c'est suicide, du suicide. Il y a un discours de légitimation. Maintenant, on peut se suicider parce que c'est l'affaire à faire pour régler ces problèmes. On a vu l'intervention du diable, pas seulement dans les villages des Premières Nations, mais au moins dans 2 localités du Québec. C'est le diable qui s'en est mêlé. On a même vu dans une petite ville, le curé qui a fait une assemblée avec les aînés et ils ont fait une séance d'exorcisation du diable pour en terminer avec l'épidémie. Le terme vague est aussi employé par la population locale. C'est comme un vent de panique. La vague rend aussi compte du sentiment de submersion, d'envahissement que chacun ressent. Ça peut aussi être vu comme une espèce d'apathie, de paralysie de la vie collective. Il y a différentes... Et toutes ces choses-là peuvent arriver dans la même localité, mais à diverses époques. L'autre chose aussi, c'est une dépression générale, le sentiment que la ville est morte. C'est ce qui nous a été dit dans une des petites villes. Il y a un chaman qui nous a dit à Wemotachi, le village a perdu son âme. Les jeunes se rassemblent en silence, comme si on était en présence du néant. Donc, dans une île, on disait déjà, quelques années avant la série de suicides, qu'un gros nuage enveloppait l'île. La stigmatisation, le maire nous dit dans un des villages, il y a des gens d'extérieur qui nous considèrent comme une place à ne pas aller parce qu'on est qualifié comme une ville maudite. Voilà. 4-5 minutes, ouais. On va aller rapidement sur la discussion. Donc, en conclusion, sauf dans les situations de pacte, les influences interpersonnelles directes entre les suicides sont plutôt relativement rares.
il y en a, mais on n'a pas l'impression d'un phénomène de domino, une image qui a souvent été employée pour... donc, ce n'est pas tellement des influences. Il y en a, c'est sûr que ça augmente la vulnérabilité, mais ce n'est pas ce qui cause les suicides entre eux. Chacun a ses problèmes. Et souvent qui prédatent, qui sont antérieurs au suicide des autres personnes, même si souvent depuis plusieurs années, on a documenté aussi des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Ça fait souvent 4 ou 5 ans qui en commettent, qui sont problématiques. Je pense que la grande conclusion, c'est le sentiment général que le suicide devient un moyen légitime de régler ses problèmes. C'est toute la légitimation du suicide. Maintenant, cette légitimation-là, elle n'arrive pas à l'improviste. Elle est amplifiée par la démonstration Il semble avoir les problèmes techniques pour le moment. On essaie de les régler. Bon, c'est Brian Michara. Il semble avoir des problèmes techniques et je pense pas que Michel est... Ah, on entend quelque chose. Michel est revenu, je crois. Oui. Quand vous voulez, Michel, pour continuer. Oui, je vais aller voir Michel et voir si je peux voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de régler? C'est quoi les problèmes techniques qu'il y a? On n'entend pas Michel et il a figé. Ah. La connexion Internet du côté de Michel Tousignan est mauvaise. Donc on a perdu le lien avec lui. Ça va, je bouge. Voilà. C'est Brian qui me relaie les questions. Oui, exactement. Ça semble fonctionner. Michel, essayez de parler. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord.
Allez-y. Et il faut On y va qu'on avec les arrête questions? bientôt. Si tu peux terminer, on va passer aux questions. D'accord, c'est terminé pour moi. OK. Première question, quelles sont les leçons ou informations, apprentissages qui peuvent soutenir l'intervention donc sur le terrain? Oui, OK. Je vais répondre. Je vais répondre. Évidemment, c'est une des dernières diapositives sur lesquelles je suis passé très vite. Mais je pense qu'il s'agit de réduire le sentiment de panique qui peut influencer toute la population, mais autant les intervenants, parce que les intervenants sont aussi impliqués personnellement. Ils ont souvent un ou deux proches, parfois plus, qui font partie de la liste des suicides. Donc, je pense que c'est de garder son calme à travers tout cela. Aussi, c'est d'avoir, ça aide beaucoup si on a un plan d'intervention qui est préparé, mais ça, ce n'est pas vrai de tous les endroits parce qu'on est un peu pris par surprise, mais on est obligé d'en faire un. C'est qu'il y ait un leadership, qui ait un plan d'intervention clair, que l'on donne aussi l'information, qu'on relaie l'information de façon claire, parce que des fois, les gens croient qu'il y a beaucoup plus de suicides qu'il y en a eu. Et parfois, une personne a dit « Ah tiens, telle personne s'est suicidée, c'est effrayant, mais la personne était encore vivante. » Donc, il y a toutes sortes de rumeurs qui partent. Donc, il faut calmer les esprits. Et voilà. Et aussi, certainement, agir au niveau de la postvention chez les proches, les familles qui sont très vulnérables et souvent, c'est au sein de ces familles-là qu'on va voir d'autres suicides survenir. En ce qui concerne les jeunes, les amis, comme ils sont souvent aliénés des professionnels et des adultes, ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ne veulent rien savoir de parler, surtout de se confesser, de parler de leurs sentiments aux adultes. Donc, il faut avoir des approches peut-être un peu plus indirectes pour atteindre les jeunes. Je parle des adolescents entre 16 et des jeunes adultes entre 16 et 24 ans. Ça demande une approche beaucoup plus délicate. Voilà. Il y a une question. Merci pour la présentation. Pouvez-vous redire comment le concept d'influence directe a-t-il été opérationnalisé? Quels étaient les critères pour qu'on l'on considère qu'il y a eu une influence directe? Oui. Alors, c'est que quand la deuxième personne s'est suicidée, est-ce que le dernier événement qu'elle a vécu, le dernier événement grave, était en rapport avec le suicide de la première personne, ou est-ce qu'il est arrivé d'autres incidents dans sa vie dans l'intermédiaire? Comme par exemple, il y a 2 personnes qui sont suicidées à 1 mois d'intervalle, mais pour la deuxième personne, c'était des événements qui étaient survenus entre-temps dans sa propre vie, qui semblent avoir été déterminantes dans l'acte de se suicider. Du moins, c'est ce que nous rapportent aussi les gens de son entourage. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça le semble pour moi. La personne va poser d'autres questions s'il n'y en a pas. Je pense que le dernier, à la fin de la conclusion, était coupé. Donc, il y a des gens qui n'ont pas vu la... Peut-être vous pouvez mettre le dernier diapo et juste répéter la fin de la conclusion. Oui, oui, oui. Je vais revenir. Je vais voir. Non, j'arrive pas à j'arrive pas à le mettre à l'écran, mais je peux le rappeler.
Pour mettre la diapositive. Dernière. Je ne sais pas si La suivante. Je mets la suivante. Bon, la suivante, c'était pour donner une vision un peu plus optimiste de ce qui s'est passé, parce que, évidemment, mon but aujourd'hui, c'était de montrer les influences entre les suicides et l'influence du climat social, de la communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la panique et la douleur qui sont vécues dans ces éclosions de suicide, il y a une réaction collective qui prend forme, pas nécessairement dans les premiers mois, mais après 1 an ou 2. Et il y a presque tous les villes ou les villages qu'on a vus, ils ont fait des assemblées publiques pour discuter avec la communauté de ce qu'on devrait faire pour mettre sur pied des comités d'action. Et dans 2 des villages, on a fait un festival qui ont attiré entre 10 000 et 15 000 personnes. Pour des villages qui ont 2 000 personnes, c'est tout un exploit. Et il y a même dans une des communautés, ce festival existe encore et il sert à financer l'action de prévention du suicide. Alors donc, ça a donné aussi, les gens sont beaucoup plus intéressés aux loisirs des jeunes, à organiser des choses. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises sur pied pour contrer ce qu'on pensait être les facteurs qui avaient mené à ces séries de suicides. Voilà. OK. Merci, Michel. Il y avait une question concernant un parent qui se suicide après le suicide de ses enfants. Et est-ce que ça cadre avec ton approche? C'est un suicide. Est-ce qu'il y a une contagion? Comment est-ce que vous interprétez ça? Oui. On n'a pas eu de cas, de tel cas dans notre série. Évidemment, c'est peut-être une 50aine de suicides qu'on a vus en tout et partout, mais on n'a pas eu de cas. Le seul cas, c'est quelqu'un dont le père s'était donné la mort, mais plusieurs années auparavant, je pense, si je me rappelle bien, c'était une dizaine d'années auparavant. Nous avons surtout dans des familles, des frères, des sœurs qui font partie des séries, beaucoup plus. Alors, c'est les observations qu'on a faites pour ces séries de suicides. Peut-être, Michel, tu peux arrêter de partager l'écran parce que je pense que ça prend de l'espace sur les ondes et la qualité diminue. Peut-être que je n'ai pas raison, mais je pense que ça va aider. Juste clique sur arrêter le partage d'écran en haut. Oh, juste un instant. OK. Je vais demander de l'aide technique. OK, mais entre-temps, je vais poser oui, d'autres questions. Oui. Il y avait une question sur le cas de Gaétan Giroir. Je sais qu'on a publié un article là-dessus. Oui. Comment est-ce que vous interprétez tout ce qui s'est passé après? Sur le cas de Gaétan Giroir, comment ça l'a influencé? Oui. C'est quoi comment est-ce que ça cadre avec ta façon de commencer les influences? Oui. C'est très différent dans le cas, évidemment, de Gaétan Giroir, parce que personne ne le connaissait personnellement. Mais je pense qu'on a le même phénomène, c'est que c'est un phénomène de légitimation de l'acte du suicide. Dans le cas de Gaétan Giroir, c'est-à-dire si lui l'a fait, pourquoi nous, on ne pourrait pas ne pas le faire? Donc, ça donne une permission morale
et d'autant plus que Gaëtan Giroir, son suicide a été un peu héroïsé d'une certaine façon dans les premiers mois. Et c'est probablement ce qui a permis ce qu'on appelle un phénomène de légitimation. Et ça se passe évidemment très différent parce que dans les suicides qu'on a, c'est les gens qui ont influencé les autres ne sont pas nécessairement des leaders dans la communauté, ni même des personnes qui sont considérées avec un statut très élevé. Ça peut arriver, mais c'est ça. Mais c'est un phénomène de légitimation. Même si c'est un jeune de 16 ans, ça peut influencer sur des gens qui sont adultes par la suite. Et je pense que ça, ça augmente la vulnérabilité et ça empêche, donc, ça enlève les défenses qui prévaudraient contre le suicide. Oui, oui. En contexte de la pandémie, la COVID-19, la démoralisation collective est intensifiée. Comment la contrer en prévention d'éventuels suicides? Oui. C'est difficile à comparer parce que c'est à une beaucoup plus large échelle, c'est à une échelle internationale actuellement. C'est difficile pour moi de faire des comparaisons avec le type de démoralisation. Ça prend aussi des années pour construire ce sentiment de démoralisation dans les villages. On s'aperçoit que ça revient 2, 3, 4 ans en arrière. Quand nous avons commencé, par exemple, notre étude au Lac-Simon, il y a un de nos associés de recherche qui était un résident local, un travailleur social, qui nous a dit on a tous les facteurs de vulnérabilité, ça va arriver à un moment donné. On a attendu 4 ans, mais ça a fini par se produire. Donc, c'est quelque chose qui se prépare de longue date. Maintenant, pour faire des parallèles avec la pandémie actuelle, ça m'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de bonnes données sur l'étendue du sentiment de démoralisation, puis à quel groupe qui est le plus touché par cela. Donc, c'est une belle question, mais je n'ai pas les éléments pour pouvoir aller très loin dans la réponse. Et aussi, on a un espoir que ça va terminer dans X nombre de mois ou c'est pas pour toujours. Oui, c'est ça. Dans les villages où on est allé, les gens avaient l'impression d'être dans un cul-de-sac. Oui. C'est-à-dire qu'ils voyaient détériorer, puis ils ne voyaient pas de possibilité que ça, tout d'un coup, ça s'embellisse. Et c'est vrai que pour la pandémie, on est encore relativement sur des courtes périodes par rapport à ce qu'on a vécu dans les séries de suicides. Et il y a l'espoir d'un vaccin, il y a l'espoir de ceci. Et souvent, il y a des gens qui ont moins été touchés personnellement. Donc, il y a quand même. Mais là, ça se rallonge. On va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques mois. C'est très difficile à prédire parce que c'est la première fois qu'on vit un tel phénomène. Oui. Il y a quelqu'un qui, dans ma pratique, lors d'une série de suicides, nous avions l'impression parfois que le premier de la série était comme déclencheur ou brisait le tabou de l'option du tabou en devenant une option pour les autres. Une entrevue de suicidaire, il nommait « Si lui l'a fait, pourquoi pas moi ?» Est-ce qu'il y a un lien de causalité clairement établi? Est-ce qu'il y a une personne qui comme brise le tableau et ensuite ça ouvre pour tout? Non, je ne pense pas que ça je ne parlerai pas de causalité. Ça rend les gens plus vulnérables. C'est une autre chose, mais il faut qu'il se passe des choses dans la
vie personnelle des autres personnes qui vivent des drames, qui vivent des tragédies, qui vivent des séparations maritales, qui perdent un enfant, pour venir actualiser le comportement suicidaire. Donc, ça donne la permission, mais parfois, on a eu dans je me rappelle dans un village, celui où il y avait l'équipe de hockey, il y a un des jeunes qui s'est suicidé à 18 ans. On a dit, lui, il était c'était comme l'histoire d'origine qui avait ouvert cette perspective-là, mais les autres suicides sont arrivés un quart de siècle plus tard, quand les gens avaient entre 42 et 45 ans en moyenne. Mais plusieurs faisaient référence à ce premier suicide qui avait ouvert la porte, qui avait montré la possibilité. Mais on ne peut pas parler d'un phénomène de cause, d'un phénomène causal, dans ce cas ici, mais d'un changement d'attitude à l'égard du suicide. Mais habituellement, chacun a ses propres problèmes, des problèmes souvent assez graves. Par exemple, dans un cas, il y avait un jeune qui était poursuivi, qui était harcelé pour des dettes de drogue. Donc, il était coincé. Il s'est suicidé après un autre, mais il avait ses propres problèmes qu'il devait affronter. Donc, on ne peut pas dire que le premier suicide a été une cause, mais il a été un facteur qui a augmenté sa vulnérabilité en lui donnant la permission de prendre cette voie-là. Oups, je ne t'entends plus. Puisqu'on a eu un peu de problème technique, on va prendre 2 autres questions. On va arrêter à 10 minutes après. Premier, vous parlez beaucoup des réalités de village, mais est-ce qu'on peut transposer cette recherche au milieu comme les milieux de jeunesse, maison des jeunes, etc.? Un milieu jeunesse, ça peut arriver, on n'a pas évidemment observé dans des endroits comme une maison des jeunes, mais dans un des cas, c'était des adultes autour de 40 ans. C'était un organisme qui donnait des repas gratuits à chaque jeudi. Et on a 5 personnes en l'espace de, je pense, d'autant de mois qui se sont suicidées dans cette clientèle-là. Donc, c'est un très petit groupe. On avait aussi, j'ai pas ici, on a des cas des écoles, je ne l'ai pas intégré à cette étude-là. On a fait 3 analyses d'écoles et dans un des situations, il y avait 4 étudiants, je pense, sur 21 qui s'étaient suicidés à l'automne. Malheureusement, je n'ai pas pu, comme c'était des gens qui étaient dans une école technique, on n'avait pas les noms, on n'a pas pu vérifier dans le dossier du coroner, mais on a eu des témoignages des psychologues qui ont été intervenants dans cette classe-là, que véritablement, il y avait 4 jeunes étudiants qui s'étaient suicidés dans une classe de 21. Donc, ça peut atteindre des très petits groupes. Et je me demande si la dynamique est pareille parce que vous dites qu'il y a une démoralisation locale, dépression générale, stigmatisation. Si ce sont des facteurs importants, est-ce que ça s'applique ou est-ce que les dynamiques sont différentes? Et je vais juste enclencher avec une autre question. Et actuellement, quand il y a une crise dans un village autochtone ou une communauté autochtone, on envoie les intervenants et on parle aux personnes à risque, on essaie de les aider et faire en sorte qu'il y a plus de problèmes et les personnes vulnérables reçoivent de l'aide. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas les individus qui profiteraient le plus des interventions,
mais c'est vraiment l'état d'âme dans la communauté, c'est Exactement. la dépression générale, le sentiment que ça va pas ici dans notre village. Est-ce Oui. que ça suggère que peut-être c'est pas la bonne chose d'envoyer des psychologues dans les villages, il y a des suicides et pour aider tout le monde vulnérable, c'est mieux de vraiment repenser comment est-ce qu'on peut changer toute Oui, la mentalité oui, oui. des membres du village. Oui, oui. Je pense pas que c'est un oui ou un non. Ça aide de faire des interventions, ça aide qu'il vienne des gens de l'extérieur pour appuyer les gens, des professionnels de l'intérieur. Maintenant, il s'agit de cibler certaines personnes qui ont besoin d'aide à ce moment-là. Mais il y a des gens qui passent à travers sans avoir d'intervention professionnelle avec leurs amis. Donc, il faut, et ça, il y a eu des réflexions qui ont été faites par les équipes après les séries de suicides pour mieux cibler le type de personnes qui auraient besoin d'aide et qui pourraient en profiter. C'est sûr que ça va pas avoir un effet direct sur l'esprit de démoralisation, mais il faut agir à la fois dans l'urgence du moment, permettre aux gens de s'exprimer, avoir une écoute. Dans un des villages autochtones, ils ont fait une équipe d'écoute 24 heures sur 24 pendant presque une semaine après la série de suicides. Donc, ça permet aux gens de se ventiler et tout ça. Mais parallèlement à ça, il a commencé à avoir des actions d'entreprise sur plusieurs années pour aider les jeunes, en particulier à terminer leur école secondaire, à pouvoir entrer sur le marché de l'emploi et à pouvoir se structurer. Donc, c'est par l'élaboration d'actions structurantes au niveau de l'emploi, au niveau des loisirs, au niveau de l'éducation, qu'on arrive à remonter l'esprit le climat social d'une communauté. Merci beaucoup, Michel. Il faut qu'on arrête ici. Dans quelques semaines, le vidéo, et si Michel est d'accord, le PowerPoint aussi, ça dépend de lui, vont être disponibles sur les sites web. Il y aurait un lien que vous pouvez trouver sur les sites web des 3 organismes impliqués dans l'organisation de cet événement. Et n'oubliez pas de marquer dans vos agendas les dates du Congrès national qui va avoir lieu en octobre, fin octobre 2021. Et bientôt, vous allez recevoir des annonces pour soumettre des présentations et plus d'informations sur cet événement. Merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir.